Nouvelle émission passé-présent, l'émission de Philippe Conrad, que l'on retrouve bien sûr le mardi avec toujours autant de bonheur. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Alors aujourd'hui, je vous présente rapidement notre programme. En cette année où nous commémorons le 75e anniversaire de l'attaque allemande contre l'URSS de 1941, je vous parlerai d'un chapitre un peu oublié de cette période. C'est la trahison d'un certain nombre d'officiers allemands qui, notamment après Stalingrad, se sont rangés de fait dans le camp de l'armée rouge. Ensuite, Catherine évoquera un personnage méconnu, Fulgence Bienvenue, dont nous connaissons pourtant le nom puisqu'il est associé à la station de métro Montparnasse Bienvenue, mais plus personne aujourd'hui sait de qui il s'agit. Et enfin, nous aurons le plaisir de recevoir Philippe Maxence, qui vient de publier 2 ouvrages consacrés à la Révolution irlandaise de 1916, Pâques 1916, Renaissance de l'Irlande, donc aux éditions Via Romana, un ouvrage extrêmement complet en ce mois du centenaire de l'insurrection des Pâques sanglantes de Dublin. Et puis Philippe Maxence récidive pour des lecteurs pressés. Il publie également, toujours aux éditions Via Romana, un petit ouvrage qui résume toute cette matière très riche, qui s'intitule « Irlande 1916, le printemps d'une insurrection ». Nous le retrouverons dans un instant. La nouvelle revue d'histoire consacrée à l'Irlande et où on retrouve la plume de Philippe Maxence aussi. Nous en reparlerons. Le numéro 83 de la nouvelle revue d'histoire qui est actuellement en kiosque pendant les mois de mars et avril et dont le dossier est consacré à l'Irlande rebelle. Mais tout d'abord, premier sujet que nous aborderons aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons commémorer cette année le 75e anniversaire de l'opération Barbarossa, de l'attaque allemande contre l'URSS le 22 juin 1941. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un dossier qui paraîtra dans la nouvelle revue d'histoire, mais celle qui sera en kiosque à partir du mois de mai. Et à propos de ce sujet, je voudrais vous raconter l'histoire bien oubliée aujourd'hui, bien méconnue, de ces officiers allemands qui, de manière un petit peu inattendue, ils appartiennent généralement à l'aristocratie militaire prussienne, vont se retrouver de fait, après Stalingrad et surtout à partir de 1944, dans le camp soviétique pour appeler leurs camarades de combat à la reddition, parce qu'ils espèrent qu'à l'issue de la guerre, l'URSS et une Allemagne maintenant, en gros, ses frontières de 1937 pourraient être alliées. C'est leur manière à eux d'espérer sauver les meubles dans l'immense désastre qui s'annonce. C'est donc une histoire méconnue sur laquelle il était utile de se pencher. On le sait, pendant cette guerre, les soviétiques ont bénéficié de l'action de certains espions qui leur ont apporté des renseignements particulièrement précieux. Tout le monde connaît le cas de Richard Sorg, évidemment. Tout le monde connaît le fameux réseau Orchestre Rouge qui était présent jusqu'au cœur de l'appareil dirigeant de l'armée allemande. Mais ce qui s'est passé après 1943, notamment après Stalingrad, reste en revanche tout à fait méconnu. Dès les débuts de la guerre, il y a un certain nombre d'Allemands, de communistes allemands, qui se sont retrouvés en URSS. Ils se sont exilés après l'arrivée au pouvoir du parti nazi en 1933, et notamment
des gens que nous retrouverons ensuite, Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck, qui seront parmi les pères fondateurs de la République démocratique allemande de 1949. Et ces communistes allemands, dès les semaines ou les mois qui suivent le déclenchement de l'opération Barbarossa, eh bien, ils vont se rendre dans les camps de prisonniers allemands pour aller faire de la propagande en faveur de la formation d'un corps d'Allemands antifascistes qui pourrait éventuellement collaborer avec l'armée rouge. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces tentatives ne rencontrent guère d'écho positif. En 1942, il y a à peine une vingtaine d'officiers, quelques centaines de soldats qui ont manifesté un début d'intérêt pour une telle attitude, n'est-ce pas, pour une telle option. Tout va changer avec Stalingrad, la bataille de Stalingrad qui va durer de septembre 42 à février 43, qui va voir la défaite allemande que l'on sait, l'encerclement puis la reddition de la 6e armée allemande du maréchal Paulus. Et cet événement, évidemment, ça signifie que vous avez d'un coup 23 généraux, 2500 officiers, 90 000 hommes qui se retrouvent prisonniers des soviétiques. Et là, évidemment, la donne change, d'autant que la plupart de ces hommes, y compris chez les cadres, ont le sentiment d'avoir été abandonnés par Hitler, d'avoir été contraints d'appliquer des ordres qui étaient tout à fait inopportuns, à un moment où sans doute la 6e armée aurait pu se replier à temps pour éviter de tomber dans la nasse. Hitler s'y est opposé. Tout cela crée des rancœurs que l'on imagine et crée un terrain évidemment plus favorable à la propagande qui peut s'exercer en direction de ces prisonniers, parmi lesquels le maréchal Paulus, son aide de camp le colonel Adam, le général Schmidt qui était le chef d'état-major de la 6e armée et surtout le général von Seydlitz qui était chef d'un des corps d'armée et qui va être la figure la plus marquante de ce mouvement qui va se dessiner en URSS en faveur d'un appel à la reddition des camarades qui continuent la lutte en face. Tous ces gens-là se retrouvent dans un camp de détention à Krasnogorsk et là, eh bien, ils vont être amenés à évoquer le souvenir de ce qui s'est passé en 1813, ce que je rappelle rapidement, le 24 juin 1812, quand la grande armée napoléonienne franchit le Niémen. Il faut rappeler que pour moitié, elle est composée d'étrangers, et il y a notamment une armée prussienne qui combat, qui est engagée alors aux côtés de la grande armée napoléonienne contre les Russes. Et ce corps prussien, eh bien, au vu de la défaite qui est survenue, et que l'on sait au moment de la retraite de Russie, eh bien, il va décider de changer de camp. Contre l'autorité du roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, un certain nombre de généraux, le général Yorck et entre autres le général von Clausewitz, vont décider de se rallier à l'ennemi de la veille, de se rallier aux Russes. C'est le contenu de la convention de Taurogen qui est conclue à l'époque et qui va mettre donc ses forces prussiennes dans le camp russe jusqu'à ce que la Prusse dans son ensemble rallie effectivement le camp des ennemis de l'empereur. Et il y a un parallèle qui est établi entre les deux situations. Certains s'illusionnent d'ailleurs sur les perspectives de ce renversement d'alliance, mais quelques éléments tendent à les encourager dans ce sens. Par exemple, en mai 1943, Staline va décider de dissoudre la 3e internationale, le Comintern. Alors c'est un geste qui est surtout destiné aux alliés anglo-saxons, en montrant la bonne volonté soviétique, l'abandon supposé des soviétiques de tous les projets et programmes de subversion qui avaient été imaginés au cours de l'entre-deux-guerres, mais ça va être évidemment perçu aussi du côté allemand comme une sorte de renonciation à ce bolchevisme porteur de révolution universelle. Et c'est dans ce contexte-là que commence à se mettre en place, d'une part, un comité pour l'Allemagne libre, un journal,
l'Allemagne libre, qui commence à cristalliser un petit peu ce courant qui se dessine dans ce milieu des chefs militaires allemands prisonniers. Au départ, c'est une minorité qui s'oriente vers cette voie. On continue à considérer que toute activité, même si elle est présentée comme anti-hitlérienne, apparaît comme une trahison. Il n'est pas question pour la grande majorité des officiers de renoncer pour le moment encore au serment qui a été prêté au Führer. Et seuls quelques officiers, j'ai évoqué tout à l'heure, commencent à prendre ce type d'attitude. C'est notamment le cas du colonel Steidl, du colonel von Oven, d'un lieutenant, Alfred Brett, qui vont servir un peu d'intermédiaire pour tenter de convaincre leurs camarades prisonniers. Et ils vont créer dans ce but, en août 1943, une union des officiers. Mais la plupart des généraux, là, considèrent cette activité comme une trahison, donc ça reste quelque chose pour le moment de très minoritaire. Mais les événements se précipitent. Et on le sait, en juillet 1943, l'immense bataille de Kursk tourne finalement à l'avantage des soviétiques, ou au moins se conclut sur un échec par rapport aux ambitions qui étaient celles du grand état-major allemand. Et il apparaît à beaucoup, une fois perdu ce pari de la bataille de Kursk, que la guerre à l'Est, elle est maintenant en fait terminée, que dans la durée, sur le long terme, les Allemands pourront peut-être encore remporter quelques succès, réussir quelques contre-attaques, remporter quelques victoires tactiques, mais que dans la durée, la coalition des forces qui est réunie désormais contre l'Allemagne fait que la guerre est évidemment perdue. Et certains officiers évoluent en conséquence, notamment ce général von Schleiditz que j'évoquais tout à l'heure. D'autant que les soviétiques vont jouer assez habilement. Un général soviétique, Melnikov, va venir expliquer à ses interlocuteurs allemands qu'on pourrait très bien imaginer qu'à l'issue de la guerre, une Allemagne qui serait désormais alliée et amie avec l'URSS, comme les deux pays l'avaient été d'ailleurs après les accords de Rapallo, on s'en souvient dans les années 20, eh bien une Allemagne ainsi apaisée pourrait très bien conserver ses frontières de 1937, ce qui est évidemment un argument très fort. Alors évidemment, c'est pas ce qui se dit à la conférence de Téhéran en novembre-décembre 1943, où on prévoit déjà la division de l'Allemagne en zone d'occupation. C'est plutôt inquiétant pour la suite. Mais en tout cas, l'union des officiers allemands se constitue, se renforce à ce moment-là, et on va y trouver désormais 4 généraux, une centaine d'officiers, le tout présidé par le général Walter von Seydlitz, donc ancien commandant du 11e corps d'armée, avec comme vice-président le général de division von Daniels, les colonels Steidl et Van Oven. Le maréchal Paulus n'adhère pas encore, il reste encore en retrait, et la majeure partie des officiers généraux demeure anticommuniste et ne s'engage pas dans cette voie. Pendant ce temps, l'Union des officiers, le Comité pour l'Allemagne libre, veulent encourager, entre guillemets, ce que l'on appelle le défaitisme révolutionnaire en termes communistes. Il y a des délégués du Comité Allemagne libre qui sont envoyés au front pour essayer de convaincre les prisonniers, pour essayer d'encourager à la désertion les soldats allemands qui sont en face. Ils sont organisés, ils ont des uniformes allemands avec des brassards Freie Deutschland aux couleurs noir, blanc, rouge qui étaient les anciennes couleurs impériales, et ils prêtent un serment de fidélité à la nation allemande quand même, donc au Führer bien sûr, mais à la nation allemande. Et puis les choses se précipitent en 1944, le Parti communiste allemand appelle évidemment à la désertion, à l'agitation, au sabotage, sans grand succès, car les Allemands vont résister dans leur immense majorité jusqu'au bout. Puis les autorités allemandes réagissent, dénoncent le mensonge bolchevique. Von Rundstedt fait prêter en mars 1944, renouvelé en mars 1944, le serment d'obéissance au Führer par toutes ses troupes. Les moyens de propagande nazis dénoncent évidemment les traîtres de Moscou. Seydlitz est exclu de l'armée pour haute trahison. Il y a des menaces sur les familles également
des intéressés. Et puis il y a un nouvel événement qui intervient, bien connu, le 20 juillet 1944, c'est le complot contre Hitler, le complot mis en œuvre par Stauffenberg, avec l'échec que l'on sait, mais la répression également très sévère qui suit, en août, avec l'exécution de plusieurs généraux, dont le général von Witzleben que connaissait bien Paulus. Et du coup, le 14 août, eh bien, Paulus va rejoindre le comité pour l'Allemagne libre et va appeler de ses voeux une alliance future entre l'Allemagne et l'URSS à l'issue de la guerre. Certains généraux vont se rendre aux forces soviétiques, même ainsi le général Müller, commandant du 12e corps d'armée. Une quinzaine d'autres généraux vont le suivre à ce moment-là. Le mouvement prend donc une certaine ampleur, mais on voit bien quand même sur le terrain que partout les forces allemandes résistent et résistent jusqu'au bout. Même si des résultats significatifs ont été obtenus, en un an d'existence, l'Union des officiers, qui comptait 4 généraux et une centaine d'officiers au départ, un an plus tard, eh bien, il y a dans ses rangs un feldmaréchal Paulus, un général d'armée, 30 généraux et plusieurs milliers d'officiers. Et le comité Allemagne libre, il a à peu près 1500 agents qui sont au front pour y mettre en œuvre la propagande prévue. Seydlitz, d'ailleurs, en réaction, est condamné à mort par contumace, évidemment, en Allemagne. Les choses, donc, continuent comme l'on sait. La défaite allemande devient inéluctable. Walter Ulbricht, le communiste, appelle à l'insurrection générale contre Hitler en février 1945, sans grand succès, il faut le dire. Quand on connaît la teneur des accords de Yalta, les officiers qui se sont tournés ainsi vers l'URSS sont quand même un petit peu déçus, parce que non, on leur avait promis les frontières de 1937, une Allemagne en quelque sorte réintégrée dans le concert des nations. C'est pas du tout évidemment ce qui se dessine. Et en novembre 1945, finalement, une fois la guerre terminée, ce comité, cette union des officiers et ce comité Allemagne libre, eh bien, ils vont être dissous. Paulus, le maréchal Paulus, va venir témoigner à Nuremberg contre les dirigeants nazis, puis va retourner en captivité ensuite. Le général Müller va venir témoigner également à Nuremberg et confirmer l'accusation de préméditation d'agression qui était lancée contre les dirigeants nazis. Donc les hommes de ce qu'on a pu appeler cette Wehrmacht rouge, on voit bien que là la situation leur échappe complètement à l'issue de tous ces événements. Von Seydlitz et Korfus, l'un des autres généraux qui étaient en pointe dans cette affaire, vont quitter le camp de Lenovo où ils étaient détenus en mai 1946. Ils vont se retrouver dans un autre camp, mais là avec 170 généraux allemands, 36 généraux hongrois, 6 généraux roumains et 3 italiens, et les deux en question, eh bien, ils vont être complètement mis à l'écart, mis à l'index par tous les autres généraux en question. En mars 1948, un certain nombre de ces généraux, dont Müller, vont être libérés. En revanche, et cela peut paraître tout à fait surprenant, von Seydlitz, qui avait été un peu la cheville ouvrière de tout ça, il est jugé, condamné à mort. Sa peine est commuée en 25 ans de travaux forcés, et il sera finalement libéré en 1955, au moment des accords conclus entre Konrad Adenauer et puis Nikita Khrouchtchev, portant notamment sur la libération des prisonniers allemands qui demeuraient en URSS. Paulus, quant à lui, va être libéré en 1953. Il va rentrer à Dresde en octobre 1953. Il va y être accueilli par le ministre de l'Intérieur de la République démocratique allemande, avec les honneurs. Il mourra 4 ans plus tard, en 1957. Son aide de camp, le colonel Adam, jouera un rôle important dans la nouvelle République communiste allemande. Et le colonel Steidl, qui avait été l'un des chevaliers ouvrières de l'affaire, sera lui-même maire de Weimar. De manière générale, les anciens acteurs, les anciens membres du comité Allemagne libre joueront un rôle important dans la nouvelle République démocratique allemande constituée à partir de la zone d'occupation soviétique en 1949.
vous êtes sûrement passé à Montparnasse et vous savez que la gare de métro s'appelle Montparnasse Bienvenue. Et la plupart des gens ne remarquent pas le petit tréma sur le U et pensent qu'on dit bienvenue aux Bretons qui arrivent à Paris. Eh bien non, il s'agit de Fulgence Bienvenue. Alors Fulgence Bienvenue, il est né en 1852 en Bretagne, dans les Côtes du Nord, un petit village qui s'appelle Uzel, qui est au sud de Saint-Brieuc. Il est le 13e enfant d'une famille extrêmement cultivée, unie. Le père est un homme charmant. Il est notaire, il est surtout passionné d'humanité, de philosophie, d'archéologie, d'histoire. Et le petit Fulgence va faire des études sensationnelles, même s'il est le numéro 13 de la famille. Alors, il passe le bac philo à 15 ans, et puis son papa l'envoie à Paris, chez les jésuites, et là, il va préparer le bac mathématique, bien sûr, et va présenter Polytechnique. Il le rate une fois, seul petit accroc dans sa carrière, et il l'a, mais pas de chance, en 1870. Or, évidemment, vous savez ce qui se passe en 1870, du coup, toute la promotion de polytechniciens, enfin, de ceux qui viennent de réussir Polytechnique, part à Bordeaux, sauf une trentaine que le directeur laisse à Paris pour servir, vous étiez les plus dégourdis, les meilleurs, pour servir d'estafette dans Paris, qui est en proie évidemment à des troubles très graves. Tellement graves que Fulgence Bienvenue va se faire arrêté par les fédérés et va être dans un groupe d'otages, il va être condamné à être fusillé, et c'est Clémenceau qui, à la dernière seconde, lui sauve la vie. Ouf. Donc il va faire Polytechnique, dans la foulée il va entrer aux Ponts et Chaussées, deuxième je crois de sa promotion. Bref, il est brillantissime. Pour payer ses études en partie, il donne des cours de maths, et un de ses élèves n'est autre que Charles de Foucault, simplement. Et le voilà, évidemment, ingénieur et bardé de diplômes et ayant très envie de travailler vraiment. Il voudrait travailler en Bretagne, on lui dit non, non, ça on n'envoie que les vieux en Bretagne, on l'envoie en Normandie. Qu'à cela ne tienne, il va vraiment se passionner pour son travail, il va travailler sur le tracé des routes, sur le chemin de fer. Il voudrait que tous les petits patelins de Normandie soient desservis par le chemin de fer. Ça suppose des expropriations. Une fois, en 1881, ça se passe mal. C'est un accident, mais il tombe sur la voie et il va perdre son bras gauche. Alors il a 29 ans, il va dire avec beaucoup de stoïcisme, j'ai été exproprié de mon bras gauche. Il arrive à Paris, il a déjà fait parler de lui, il est très bien noté, il a déjà les Légions d'honneur. Et à Paris, il va beaucoup travailler, il aime beaucoup Paris. Alors il va travailler sur la ligne Paris-Strasbourg, c'est lui en particulier, la ligne du Nord aussi, et puis il va percer le boulevard de la République, il va le continuer, il va s'intéresser au but de Chaumont, c'est lui qui va équiper le parc des buts de Chaumont, qui est tellement apprécié des Parisiens aujourd'hui, et puis il va s'intéresser au petit peuple de Paris. Et il remarque en particulier que les gens pauvres, les ouvriers du nord de Paris, ont beaucoup de mal le soir, après une journée de travail, à remonter la butte. Et c'est lui qui va créer un funiculaire quasiment gratuit pour que ces gens-là puissent rentrer chez eux facilement. Donc le tramway funiculaire. Et puis il y a le métro. Alors Paris est très en retard par rapport au reste du monde. Londres s'est équipé bien avant, New York aussi. Enfin, New York, c'est pas tout à fait le métro parce que c'est aérien et c'est à vapeur. Nous, on parle d'un train souterrain électrique. Et c'est Bienvenue et un associé bien oublié aujourd'hui qui s'appelle Huet, qui vont gagner l'appel d'offres, et leur programme est donc retenu et il va diriger la construction du métro. C'est un énorme chantier, vous imaginez un peu, 6 lignes d'un seul coup, et il y a urgence. On est en 1898 quand enfin les travaux commencent, et il faut que ça soit prêt pour 1900. Parce que c'est l'exposition universelle et c'est les Jeux Olympiques d'été. Eh bien, ça sera prêt et ça sera inauguré le 19 juillet 1900. C'est miraculeux. Alors, Paris a les tripes à l'air, dit-on. Alors, quand ça se passe bien, les stations sont, enfin, les lignes ne sont pas trop profondes. On travaille à ciel ouvert. Sinon, il faut créer des caissons et puis il va falloir passer la Seine. Alors là, c'est un exploit technique. Il s'en sort magnifiquement. Parfois, c'est très compliqué. Il faut même congeler le sol. Vous imaginez un peu, on est en 1900-1901. Le passage de la Seine, c'est 1903.
Eh bien, tout ça va être mené de main de maître par Fulgence Bienvenue, qui fait un travail absolument remarquable. Quand la première ligne de métro, qui est toujours la ligne 1 d'ailleurs, Vincennes-Porte-Maillot, est inaugurée le 19 juillet 1900, le président de la République ne se déplace même pas. Il a mieux à faire à Cherbourg, une histoire de bateau, enfin c'est quand même incroyable. C'est notre Bienvenue qui va inaugurer cette ligne. Et tout de suite, c'est un succès fou. Alors il y a 2 classes, hein, vous savez, la première classe est très très bon, n'est pas très bon marché, et la seconde très bon marché. Et puis les quais sont beaucoup plus courts que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont simplement de 75 mètres. Ils auront tendance à aller vers les 150 mètres. Et il y a quand même un grand nombre de stations. Et les Parisiens sont passionnés par le métro. Ils l'adoptent tout de suite. Et pourtant, 2 mois après l'inauguration, il va y avoir un premier accident, il va y avoir une collision, bon, pas trop grave, 30 blessés, mais surtout le 10 août 1903, alors là c'est un drame, à la station Courcouronnes, un train tout d'un coup prend feu, parce que la base du train est en bois. Et donc les essieux sont directement en contact avec le bois. Ça prend feu, le chef de train, le train 43, le train du malheur, fait sortir les passagers, mais il continue avec ce train en feu en cherchant une voie de garage. Et il ne va pas trouver de voie de garage, ou il va la refuser, on ne sait pas trop, il y aura un procès après. Et il va arriver à toute vitesse dans la station Courcouronnes, qui est du côté de Ménilmontant, et il va se cogner contre un autre train qui attendait là. Et on veut faire évacuer les gens, mais les gens refusent en disant « Ah ben non, hein, on a payé notre place, on reste, on veut être remboursé au minimum. » Et puis, toute l'électricité va s'arrêter, le feu va se propager beaucoup plus vite, les gens dans le noir vont se précipiter en hurlant, mais dans la mauvaise direction. Bilan, 84 morts quand même. Hein. C'est un peu oublié aujourd'hui, mais ça aurait pu mettre fin à l'aventure. Et pas du tout. Les Parisiens ne vont pas se méfier. Et pourtant, dès 1845, quand il avait été question du métro, des esprits doctes et savants disaient que c'était totalement impossible au niveau de la santé, de la sécurité, et puis que ça allait permettre à l'ennemi de pénétrer au cœur de Paris. Alors ça, on y avait pensé, parce que c'était après 70, et donc c'est un écartement qui ne permet pas au train de rentrer sous Paris. Justement, en 1914, eh bien, Fulgence Bienvenue, il a 62 ans, il va quand même s'engager pour défendre le camp retranché de Paris. Entre-temps, il s'est marié, mais il avait déjà 57 ans, donc c'est un mariage qui n'aura pas de postérité. Il est couvert d'honneur, il est grand croix de la Légion d'honneur. Il a tenu à ce que ça soit son ami le maréchal Foch, qui est d'ailleurs le mari de sa cousine, qui lui remette la Légion d'honneur. C'est quelqu'un d'extrêmement célèbre et on va donner de son vivant le nom à la place. Ça sera Montparnasse Bienvenue. De son vivant, il va mourir 2 ans plus tard, mais pas de chance, il va mourir le même jour que Louis Blériot, et on va parler que de Louis Blériot. Et depuis, il est quand même extrêmement oublié, notre pauvre Fulgence Bienvenue. Il y a eu un timbre fait dans les années 80, je crois, mais c'est à peu près tout. Alors, s'il vous plaît, quand vous passez à Montparnasse, ayez une petite pensée pour Fulgence Bienvenue. C'était un très grand ingénieur, un patriote, un grand Français, et quelqu'un de très bien. Et on devrait lui dire merci tous les jours quand on prend le métro, parce que c'est lui qui l'a vraiment créé. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons évoquer maintenant les Pâques sanglantes de Dublin de 1916, l'insurrection irlandaise dont nous commémorons cette année le centenaire. Pour cela, je vous signale le numéro actuellement en kiosque de la Nouvelle Revue d'Histoire, avec un dossier intitulé « Irlande rebelle », qui revient sur l'histoire de l'Irlande dans son ensemble, mais qui privilégie quand même cet épisode avec notamment
notamment un article de Philippe Maxence, qui est avec nous aujourd'hui, et qui vient de publier 2 ouvrages, je le rappelle, Pâques 1916, Renaissance de l'Irlande, aux éditions Via Romana, donc cet ouvrage de Philippe Maxence, et comme je l'indiquais tout à l'heure, pour les lecteurs un peu plus pressés, eh bien, un petit ouvrage, toujours aux éditions Via Romana, Irlande 1916, le printemps d'une insurrection. Oui, le printemps, parce qu'après l'échec de ce soulèvement de Dublin, eh bien, à l'issue de la Première Guerre mondiale, ce sera le début de la guerre d'indépendance irlandaise qui amènera à l'indépendance d'au moins une partie de l'île, prélude malheureusement à la guerre civile qui suivra et qui verra notamment la mort de Michael Collins, le héros de cette guerre d'indépendance irlandaise, dont on retrouve d'ailleurs le portrait en page 1 de la Nouvelle Revue d'Histoire. Puisque nous parlons de l'Irlande, je voulais vous signaler également un ouvrage qui a été réalisé, préparé par Pierre Johannon, qui est le grand spécialiste de ces questions. C'est une édition de l'ouvrage de Patrick Pearse, Jean du Connemara, qui est un recueil de nouvelles particulièrement émouvant, puisque Patrick Pearse, on le sait, a été l'une des victimes de la répression de l'insurrection de Pâques 1916, une insurrection qu'il avait contribué à travers son œuvre littéraire à préparer. Alors, Philippe Maxence, pour évoquer la question irlandaise, avant d'en venir à proprement parler aux événements de Pâques 1916, il serait peut-être bon, dans un survol rapide, de nous rappeler ce qu'a été l'histoire de la question irlandaise, carrément au cours des siècles précédents, puisque c'est une histoire très ancienne, celle des relations conflictuelles entre l'Irlande et le voisin anglais. Ça commence sous les Tudors, semble-t-il. Ça commence même avant. Même. Ça commence en fait sous Henri II, si on veut se référer à l'histoire britannique, enfin à l'histoire anglaise, mais c'est peut-être déjà faire preuve de colonialisme culturel de se référer au roi d'Angleterre. En fait, l'unité de l'Irlande, l'unité politique de l'Irlande a eu beaucoup de difficultés à se faire, et donc quelques barons, quelques comtes irlandais se sont rendus en Angleterre, en sont revenus, et quand ils sont revenus dans leur pays, ils n'étaient plus seuls, ils étaient accompagnés des barons anglo-normands, donc sous Henri II, qui se sont installés, qui ont pris pied dans le pays, et pour faire très, très court et très rapide, ils y sont restés. Alors eux, ils y sont restés globalement en s'intégrant à la fois dans la vie du pays, dans ses coutumes, en prenant femme et en ayant une postérité anglo-irlandaise. Voilà. Mais au fil... Là, nous sommes au XIIe siècle, je le rappelle. Nous sommes au XIIe siècle, vous avez raison de le préciser, oui, puisque je vais effectivement un peu rapidement. Globalement, la couronne d'Angleterre ne va cesser de s'imposer politiquement à l'Irlande. Et à un moment, elle va même interdire à ces anglo-normands qui se sont installés, qui sont devenus des anglo-irlandais en fait, de prendre femme dans le pays, de vivre selon les coutumes gaéliques, le droit gaélique, le droit bréon, et tout ça va être interdit. Et petit à petit, il va se créer une disparité très grande entre les Irlandais, j'allais dire de souche, et les Irlandais qui sont ceux qui viennent d'Angleterre. Là-dessus va se greffer sous les Tudors la problématique de la religion, étant donné que Élisabeth Ier va globalement protestantiser l'Église d'Angleterre, qui s'est coupée de la papauté. Les Irlandais, en réaction, vont eux conserver le catholicisme romain, et donc va se greffer très fortement une double méfiance, une double opposition avec l'Angleterre, c'est-à-dire une opposition nationale, si je puis dire, et une opposition religieuse, le tout se greffant. Il va y avoir les massacres opérés par les armées de Cromwell, avec la confiscation des terres, et puis surtout, ce qu'on oublie peut-être, des déplacements très importants de population
Donc femmes, enfants, enfin toutes les familles, vieillards sont vers l'ouest de l'île. Vers l'ouest de l'île, donc des terres pauvres, arides, où il est difficile de vivre, et toutes ces populations catholiques sont déplacées là-bas. C'est quand même une sorte de véritable génocide qui a lieu à ce moment-là. Si bien qu'il y a, en fait, il y a une population très pauvre de catholiques irlandais ou d'Irlandais catholiques qui existe, une élite anglo-irlandaise qui elle-même a adopté la religion majoritaire en Angleterre, vit selon les traditions anglaises. Qui est anglophone. Et qui est anglophone, effectivement, et qui impose la langue véhiculaire des idées, la langue véhiculaire de la politique, enfin, de tout ce qui se fait, de la vie culturelle est anglaise. À un moment, le gaélique sera même interdit, et ce sont les prêtres clandestins qui continueront à l'enseigner en même temps qu'ils enseignent le catéchisme. Et puis, mais malgré cela, la première grande réaction, si on veut la dater, est réalisée par ceux qui ont le pouvoir de la réaliser, c'est-à-dire ces anglo-irlandais de confession protestante. Et notamment, j'ai l'habitude de citer un nom qui souvent dit quelque chose aux gens, qui est celui de Jonathan Swift, le père de Gulliver, qui va publier des pamphlets assez vigoureux pour réclamer en fait non pas l'indépendance ou l'autonomie de son pays, et il reste fidèle à la couronne d'Angleterre, mais l'autonomie économique, parce qu'il estime que son pays est exploité par l'Angleterre. Voilà, c'est le premier grand mouvement. Il y en aura d'autres ensuite avec... Alors, à ce point, il y a peut-être quelque chose également à rappeler qui est intéressant. C'est la faillite de toutes les tentatives d'une reconquête de l'indépendance fondée sur une alliance extérieure. On voit bien, par exemple, la tentative de se lier à l'Espagne catholique de Philippe II, les tentatives quand Louis XIV soutient les prétentions des Stuarts, ça se termine à la bataille de la Boyne. Et pendant la Révolution française, quand les Irlandais éclairés, tels Wolfton, viennent chercher l'appui du directoire de la Révolution française, ben là aussi c'est un échec. C'est un échec complet. C'est avec ses propres forces que l'Irlande va devoir reconquérir son identité et ensuite sa liberté. Tout à fait. Et ce qu'elle va tenter à plusieurs reprises, vous avez cité quelques noms, on pourrait rajouter celui de Robert Emmet qui va essayer plus tard de soulever Dublin, ça va échouer également. Il finira pendu. Et il finira pendu, effectivement, oui, comme tous ceux qui ont essayé de se soulever. À chaque fois, le couperet tombe. Les Anglais ne plaisantaient pas. Ils ne plaisantent jamais. Quand l'honneur de la couronne, ou ce qu'ils estiment être l'honneur de la couronne, les intérêts en jeu. Compris. Pour les intérêts bien compris. Voilà, petit à petit, la question irlandaise va se déplacer au plan parlementaire. Alors, il faudrait parler aussi de tout le travail de Daniel O'Connell pour faire reconnaître la citoyenneté, tout simplement, des catholiques irlandais, puisqu'il est interdit d'être catholique en Grande-Bretagne, donc ils n'ont pas de statut civique. Il va lutter pour ça. Il faudrait parler de l'action de Parnell au Parlement de Londres, où Parnell donc, est un Irlandais, et où il arrive à jouer sur les majorités qui se créent. Mais un Irlandais protestant. Mais un Irlandais protestant, contrairement à O'Connell, par exemple. Mais effectivement, ce sont les protestants qui majoritairement sont à la tête de ce mouvement d'émancipation, de ce mouvement vers une certaine liberté. Et petit à petit, ce qui s'impose, c'est la lutte pour le statut d'autonomie, c'est-à-dire rester à l'intérieur de l'empire britannique, mais arriver à avoir un Parlement national, arriver à avoir un certain nombre de prérogatives politiques qui dépendent que de l'Irlande. Et c'est l'histoire du Home Rule, comme on l'appelle, va durer jusqu'en 1914 en fait, puisqu'il va mettre beaucoup de temps à être voté. Il va y avoir plusieurs tentatives présentées au Parlement qui échoueront à chaque fois, jusqu'à un changement politique et d'organisation des élections fait qu'à un moment le Home Rule va être voté. Il va être voté pour entrer en application en 1914, et là malheureusement en 1914 la Première Guerre mondiale éclate, et l'application du statut d'autonomie, ce fameux Home Rule, est repoussée après la guerre. Alors, une remarque, c'est qu'on a évoqué là la dimension parlementaire
des luttes, à travers des personnalités comme O'Connell ou Parnell. En parallèle, il y a aussi déjà des actions qui se veulent plus violentes, plus révolutionnaires. Il y a les deux, Alors, il y a qui d'abord, existent en parallèle pendant tout le 19e. Effectivement, il y a d'abord cette action parlementaire et puis devant sa réussite partielle, disons, effectivement, il y a notamment la création d'une association clandestine qui va faire parler d'elle par la suite. Je vais le donner en français, la Fraternité républicaine irlandaise, qui est une association secrète qui n'hésite pas à employer des moyens violents pour obtenir et l'indépendance et la République. C'était une association, c'était un mouvement politique clandestin à visée révolutionnaire qui n'hésitera pas d'ailleurs à apporter la violence jusqu'en Angleterre même. Ils ne se contentent pas d'agir en Irlande. Ils sont aidés, c'est peut-être un point aussi à signaler, par la diaspora irlandaise qui est fortement implantée aux États-Unis, notamment après la crise terrible qu'a subie l'Irlande avec la grande famine au XIXe siècle, qui fait que une grande partie de la population soit a été décimée par cette grande famine, soit pour les plus vigoureux ont pu s'expatrier, et beaucoup se sont expatriés aux États-Unis, ils y ont fait souche. Et comme c'est un pays qui est en plein développement, eh bien, ils ont des moyens financiers qu'ils mettent souvent à la disposition. On le retrouvera tout au long des événements suivants. Ils mettent ces moyens financiers au service de la Révolution. Alors au final, le principe du Home Rule est admis en 1914, mais attention, il y a toute une partie du pays, l'Ulster, le nord de l'Irlande, où il y a une majorité protestante, là, qui a déjà annoncé qu'il n'était pas question de se retrouver minoritaire dans une Irlande où les catholiques seraient évidemment les plus nombreux. Il y a des démissions dans l'armée anglaise, même quand il s'agit de prétendre empêcher la formation des milices orangistes qui se reconnaissent dans cette Irlande du Nord protestante. Donc la guerre retarde un petit peu les choses, mais ça s'annonce de toute manière, de manière compliquée. Oui, et en Irlande du Nord, on est face à ce paradoxe, mais ce ne sera pas le seul dans cette histoire, où des Irlandais veulent rester absolument attachés à la Grande-Bretagne et sont prêts à prendre les armes pour rester, même contre la Grande-Bretagne s'il le faut, pour rester attachés à la Grande-Bretagne. Et ils sont évidemment prêts à prendre les armes. En 1912, il y a une milice qui est fondée. Ils sont prêts à prendre les armes contre les républicains, enfin les Irlandais du Sud, qui sont majoritairement catholiques, parce que là aussi, il y a à la fois une question de religion, une question de population. C'est-à-dire que démographiquement, les catholiques sont les plus nombreux. Et si l'Irlande devient unie et politiquement autonome, eh bien les prétentions protestantes vont être balayées par le poids démographique. Et effectivement, donc ils ont créé une milice pour se défendre sous la direction de John Redmond. Et au sud, eh bien en réaction, en 1913, se crée également une milice, les volontaires irlandais, qui eux sont là pour défendre l'idée du Home Rule. Voilà, cette idée d'autonomie de l'Irlande. Alors les choses sont un peu gelées parce que la guerre éclate. Il y a beaucoup d'Irlandais qui s'engagent dans l'armée anglaise à l'époque, en 1914. C'est une armée de volontaires, il faut le rappeler. On fait appel aux volontaires. On fait appel aux volontaires, oui, il n'y a pas de métier. Voilà, il n'y a pas de conscription. Il n'y a pas de conscription. Ça viendra seulement en 1916 en Angleterre, mais les nationalistes irlandais, tout du moins leur frange la plus radicale, considèrent qu'ils ne peuvent attendre la fin d'une guerre qui s'éternise et dont l'issue paraît incertaine, et donc ils vont passer à l'action en avril 1916. Oui, non seulement ils ne peuvent pas attendre la fin de la guerre, parce qu'on ne sait pas quand elle va avoir lieu, premièrement, et deuxièmement, ils veulent profiter de cette guerre qui se fait aussi au nom des droits des petites nations à exister, notamment les petites nations qui sont visées, enfin qui sont entendues par ce terme, c'est celles qui se trouvent sous l'autorité, si je puis dire, de l'Empire austro-hongrois, enfin dans cette superficie-là. Et les Irlandais, disent, ben oui, mais nous aussi, nous sommes sous l'autorité d'un autre empire qu'on ne nous reconnaissons pas et dont nous voulons nous libérer. Ce que confirmeront en janvier 1918 les fameux 14 points du président Wilson. Effectivement. Qui seront évidemment ultérieurement, après l'échec de l'insurrection de 1916, qui seront avancés par les Irlandais pour légitimer leur action et leurs revendications. Même si ça
cette conférence de la paix, les Irlandais ne pourront pas envoyer de délégués. C'est-à-dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe des nationalités, il a été plus que jamais à géométrie variable durant cette conférence de la paix. On a vu comment les délégués du parti Wafd égyptien ont été renvoyés à leurs chères études rapidement, comment les Anglais ont traité les revendications des Indiens et le peu de cas que l'on a fait des Irlandais, alors que le président Wilson, a priori, l'électorat irlandais votait démocrate aux États-Unis. Il ne pouvait pas faire autrement, de toute façon. Enfin, comme dirait un impérialiste anglais bien connu des auditeurs, Kipling, tout ça est une autre histoire. Mais effectivement. Alors revenons à ce jour ce lundi de Pâques 1916. Alors, ce qu'il faut peut-être arriver à expliquer, parce que c'est une situation un peu complexe et un peu difficile, c'est qu'il y a cette milice des volontaires irlandais qui a une existence quasi légale, qu'on voit dans les rues, qui parade, qui généralement entraîne plutôt les moqueries des Dublinois qui ne sont pas tellement dupes et qui ne sont pas très intéressés par leur démonstration de force. Cette milice irlandaise, en fait, est complètement noyautée par la fraternité républicaine irlandaise, auquel appartiennent plusieurs de ses chefs. On a parlé de Patrick Pearse tout à l'heure. C'est l'un des exemples même de ceux qui sont membres des volontaires irlandais, mais qui ont rejoint donc l'action clandestine de la fraternité républicaine et qui veulent se servir de cette force pour faire un coup de force, une véritable insurrection qui prenne le pouvoir. Et donc il était prévu pour Pâques 1916 était prévu une démonstration des volontaires irlandais avec un grand défilé, et la fraternité irlandaise a profité de ce moment-là pour donner des ordres très précis, donc une mobilisation générale en vue de l'insurrection. Il y a eu quelques cafouillages parce qu'à la fois les services secrets britanniques ont bien senti que quelque chose se passait, même s'ils n'ont pas été très efficaces, à vrai dire, sur cette affaire-là, et que par ailleurs, le chef de cette milice de volontaires a bien senti qu'il y avait une montée en tension très forte. Juste un exemple, c'est que tout d'un coup, ces Irlandais du Sud étant très, très catholiques ou très superstitieux, ou le mélange des deux en fait, tout d'un coup on a vu, même si c'était un peu obligatoire, mais on a vu tous ces hommes allaient se confesser, des files d'hommes allaient se confesser, ce qui commençait à être un signe comme un peu... voilà, qu'il y avait quelques difficultés à prévoir. Toujours est-il que le chef de la milice a donné un contre-ordre le vendredi confirmé et le samedi saint 1916. Il a donné un contre-ordre annulant toute la mobilisation des volontaires irlandais. Et la fraternité républicaine, notamment Pearse et ses acolytes, ont confirmé, eux, cette mobilisation, et le lundi de Pâques. Et donc le lundi de Pâques, donc c'était un 24 avril, le 24 avril 1916, nous avons, les Dublinois ont assisté à la jonction de deux milices, en fait. La milice des volontaires irlandais et une autre milice, la milice syndicale, très, très disciplinée, une petite armée rouge révolutionnaire. Lénine d'ailleurs fera une étude très précise de cette insurrection. Ces deux milices vont se joindre, vont ne faire plus qu'une armée, l'armée républicaine irlandaise, et vont prendre position dans plusieurs lieux de Dublin, et notamment vont établir leur état-major à la Grande Poste, qui est un vaste bâtiment georgien du 19e siècle, une grosse bâtisse. Ils établissent leur état-major là, et ils prennent différentes positions, ils s'installent, ils mettent des sacs de sable, un certain nombre de choses, ils s'installent là et ils attendent. C'est le paradoxe aussi, c'est l'un des paradoxes de cette histoire, c'est que c'est une insurrection, c'est un acte révolutionnaire, c'est un soulèvement, mais ils se retranchent pour attendre que l'événement se produise. Alors qu'ils auraient pu avoir l'avantage. Ils avaient malgré tout l'avantage de la surprise, de l'initiative. Ils
ils se rendent au château. Hein. Le château de Dublin, c'est le siège du pouvoir, le siège des communications et en plus un dépôt d'armes assez important. C'était là qu'il fallait aller. Ils y vont, ils en ressortent et ils n'occupent pas ce noyau de communication qui permettra aux Anglais de communiquer avec Londres et de recevoir des ordres. Et les ordres seront assez forts. Il n'avait pas eu l'occasion de lire, évidemment, la technique du coup d'État de Malaparte qui paraîtra quelques années plus tard. Exactement. Voilà. Et alors, je crois que ce qui est important, c'est la surprise à la fois des autorités anglaises et puis de l'opinion locale, de l'opinion dublinoise. Alors, la réaction anglaise est à double détente. La première action, c'est effectivement une grande surprise, même si encore une fois les services secrets avaient bien informé les choses, les autorités, pardon. Donc c'est la surprise. Donc on envoie un petit détachement de lanciers vers la Grande Poste. Les lanciers, ils sont à cheval. Hein, et ceux-ci sont reçus à coups de fusil. Il y a quelques morts. Et donc à partir de ce moment-là, les Anglais qui avaient minoré cette insurrection vont l'amplifier, vont lui donner une importance qu'elle n'a pas, et certainement pris un peu de panique, vont mobiliser toutes les forces, à la fois de l'armée britannique présente dans l'île, puisque l'Irlande était un lieu de repos pour tous ceux qui s'étaient battus en Europe, et ils vont faire venir 4 divisions depuis l'Angleterre, qui normalement étaient affectées au front d'Europe. Ils vont faire venir 4 divisions, au total 50 000 hommes, face à, au mieux 1000 insurgés. Quand je dis au mieux, c'est vraiment en comptant quelques centaines, les femmes qui ont servi d'infirmières, les estafettes formées par les scouts irlandais qui sont des scouts politiques. Hein. Voilà, au mieux c'est tout ça. Donc 50 000 hommes, évidemment, ça va plus être des moyens d'artillerie, plus une canonnière qui remonte la Liffey, la rivière de Dublin. C'est la rivière qui traverse la grande poste. Et effectivement, ils vont bombarder Dublin, ils vont détruire Dublin. Les insurgés sont persuadés que à la grande poste, ils sont protégés puisque tout autour il y a des bâtiments. Et en fait, ça n'arrête absolument pas les Britanniques qui bombardent jusqu'à ce que le siège même de l'état-major soit contraint de quitter la grande poste. Et les prisonniers, là, ça va mal se passer. C'est-à-dire qu'en une semaine, l'insurrection va être brisée, et l'erreur que commettent les Anglais, c'est l'extrême violence de la répression. Oui, parce que vous me posiez la question de la réaction de la population. La population est contre l'insurrection. Elle est écœurée par ce qui se passe. Elle n'hésite pas à le manifester, même au moment des arrestations des meneurs et des différents insurgés, elle n'hésite pas à les insulter, voire leur cracher au visage, enfin tout ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Parce qu'on est dans le contexte où on se bat sur le front de la Somme au Dipre, et où il y a beaucoup d'Irlandais qui se battent et qui meurent. Il y a aussi des conditions de vie extrêmement difficiles. C'est une époque où il faut faire face à une vie extrêmement difficile, et la majorité de la population est peu préoccupée par les questions d'autonomie et encore moins par les questions d'indépendance et de république. Donc ils manifestent leur opposition très fortement aux insurgés. Mais la répression est tellement forte, là aussi je vais un peu vite, mais la répression sera tellement forte, menée par le général Maxwell, elle est tellement forte que petit à petit elle va retourner la population irlandaise à Dublin et dans le reste du pays, si bien qu'aux élections qui vont avoir lieu en 1919, c'est un petit parti qui a été accusé d'ailleurs par toute la presse anglaise et par la presse française. C'est très amusant de relire la presse française de l'époque qui reprend les informations qui viennent de Londres. On met en cause un petit parti qui n'a strictement rien à voir avec l'insurrection, le Sinn Féin. Mais ce Sinn Féin va être un peu le réceptacle de tous les nationalistes, puisque c'est le seul qui survit. Il va présenter des candidats aux élections de 1918-1919 et il va obtenir la majorité. Et là, nous passons dans une autre phase de l'histoire, c'est que la majorité des parlementaires élus décide de faire un Parlement national
Alors vous me passerez de ne pas vous le dire en gaélique parce que je ne pratique pas cette langue, mais eux, la pratiquant l'appelle comme selon l'appellation gaélique. Daeran, voilà, refuse d'aller siéger à Londres. Évidemment, Londres n'accepte pas cette formation d'un Parlement national, envoie des troupes. Réaction là aussi, comme d'habitude, extrêmement brutale. Tous ces députés, tous ces hommes politiques irlandais vont dans la clandestinité et c'est le début de ce qu'on appelle la guerre d'indépendance qui finira en 1921 par un accord entre les nationalistes, les républicains irlandais et Londres, qui entraînera la partition de l'île avec la création d'un État libre pour toute l'Irlande du Sud, à part donc les 6 comtés et d'Ulster. Et cet État libre entraînera lui-même à son tour la guerre civile entre les anciens frères de combat. On va faire court, derrière Michael Collins, on accepte le traité de 1921. Et derrière De Valera, on le refuse et c'est la guerre civile entre ces deux camps. Et alors, ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que les Anglais auraient pu avoir une solution politique, je dirais, acceptable pour les deux camps. C'est le système des Dominions qu'ils avaient mis en place au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ils pouvaient très bien le mettre en place en Irlande et ça aurait pu être un compromis acceptable en 1919. Certainement, oui, mais ils ont loupé, tout au cours de cette histoire de plusieurs siècles, ils ont loupé à plusieurs reprises le moyen de faire que ces deux nations restent unies avec plus d'autonomie pour l'Irlande et plus de respect de la spécificité irlandaise du côté de Londres. Mais malheureusement, je crois qu'il y avait le poids de l'histoire, le poids de beaucoup de conservatisme aussi, d'incompréhension et de négation aussi de ce qui était profondément l'âme irlandaise. Et ça a traversé les siècles finalement, même s'il y a eu des hauts et des bas dans le renouveau irlandais, ça a traversé les siècles et finalement les Irlandais eux-mêmes, enfin les plus engagés d'entre eux, ne voulaient pas une tierce solution, ils voulaient l'indépendance. Patrick Pearse, qui a proclamé la République en 1916 au moment du soulèvement, savait très bien qu'ils allaient échouer, qu'ils allaient mourir, et il savait très bien qu'il fallait en quelque sorte cet échec pour que à terme ça puisse conduire à l'indépendance de l'Irlande. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que ça entraînerait aussi à terme la partition. Alors, il y a un personnage là dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure, qui va échapper à la répression, c'est Eamon de Valera. Collins aussi d'ailleurs. Collins était aide de camp de Plunkett, l'un des chefs de l'insurrection. De Valera est un Irlandais de nationalité américaine, ce qui va lui permettre d'avoir la vie sauve à la fin face à l'échec du soulèvement de 1916, puisque lui ne va pas accepter de se rendre le vendredi de la semaine de Pâques. Il va tenir jusqu'au mercredi suivant et il va finalement se rendre, donc être emprisonné, normalement condamné à mort parce qu'il est l'une des têtes de l'insurrection. Et grâce à l'intervention de l'ambassadeur des États-Unis, il va avoir la vie sauve. Il va être évidemment conduit en prison et interné dans un camp en Angleterre. Et c'est lui qui incarnera l'Irlande indépendante ensuite au XXe siècle. Merci infiniment Philippe Maxence de tous ces éclaircissements concernant l'Irlande dans ce contexte de commémoration de l'insurrection de 1916. Je rappelle les titres de vos ouvrages: Pâques 1916, Renaissance de l'Irlande aux éditions Via Romana, et encore une fois dans un format plus réduit, Irlande 1916, le printemps d'une insurrection, également aux éditions Via Romana. Et n'oubliez pas la nouvelle revue d'histoire, le numéro mars-avril. Vous retrouverez tout ça et ça vous donnera envie d'aller en Irlande. Merci chers amis auditeurs et à la semaine prochaine.